à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver, Amandine Roussel et moi-même, dans les locaux de Télomédia à l'Université de Toulon pour ce premier numéro de Territoire Éco Var, le rendez-vous audiovisuel du service économie et de la rédaction de Var Matin. Notre objectif, mettre en lumière les acteurs économiques du département à travers 3 rubriques. Le Café de l'écho, nos invités échangent sur une thématique d'actualité. L'entreprise zoom sur une PME, une TPE ou un grand groupe implanté dans le département. Et enfin, le Poste donnera carte blanche aux porte-parole d'un secteur d'activité pour lancer un message fort. Et tout de suite, Amandine, place au Café de l'écho. Depuis plusieurs années déjà, les entreprises sont face à des difficultés de recrutement, on le sait, et si les secteurs de l'hôtellerie ou des transports semblent particulièrement touchés, en fait c'est un phénomène beaucoup plus global et on va en discuter avec nos 2 invités. Antoine Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron d'Isatis, c'est une entreprise spécialisée dans la climatisation et la réfrigération basée à la Seine. Et vous, faute de trouver et surtout de pouvoir conserver vos techniciens, vous avez dû réduire votre champ d'action géographique. On reçoit également Gilles Nolibé, bonjour. Bonjour à vous. Vous œuvrez dans un secteur totalement différent puisque Sesigma, votre entreprise installée au Pradet, est un centre d'études spécialisé. Et de votre côté, vous avez du mal à conserver en fait, vos ingénieurs face aux opportunités que d'autres grands groupes leur offrent. Comment vous l'expliquez ? Aujourd'hui, je pense qu'il y a un point qui est essentiel, c'est que nos ingénieurs sont attirés peut-être par des chimères. Donc il y a le côté salarial, hein, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours s'aligner, on a d'autres atouts. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a une telle tension sur le marché du travail, surtout après le Covid, et d'autant plus que les gens ont envie d'aller voir ailleurs. Vont-ils trouver d'autres prêts plus verts ailleurs? Je n'en sais rien, je ne pense pas, mais globalement, il y a cette attraction qui est là. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, en termes de formation, ce qu'on peut avoir quand on va chercher à les former, on a cette même attirance, qui est à dire qu'on n'arrive pas à garder nos apprentis, enfin, nos alternants, dans ce cadre-là, parce qu'effectivement, souvent, on les forme, on leur propose mieux ailleurs, comme il n'y a aucune contrainte effective là-dessus, on est confronté à ce système-là. Ça vous est arrivé, je crois, hein, vous en êtes à votre 3e ingénieur formé maison qui finalement part voler de ses propres ailes ailleurs. Oui, ses propres ailes, bon, on l'a beaucoup TPD, mais bon, je dirais que, en fait, globalement, nous, ce qu'on cherche plus que des ingénieurs, ce sont des ingénieux. On leur propose plein d'opportunités sur plein de domaines particuliers. On s'investit beaucoup dans la préparation de la formation, hein, puisqu'on les accompagne fortement. Effectivement, on a eu 3 personnes, hein, une qui est partie chez un de nos concurrents à Grenoble, dans le domaine de la physique nucléaire, 2 autres qui ont été localement attirés, happés, aspirés, je n'ai pas vraiment de terme, par des chimères de grands groupes. Effectivement, derrière, on est quand même un peu démunis quand on voit ce genre d'action, parce que on se considère que ça n'a pas trop d'intérêt de continuer à faire ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait plus ce genre d'action parce qu'on n'a pas le cadre effectif pour le faire. Antoine Martin, ça vous parle ? Ah oui, ça me parle, bien sûr que ça me parle. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui entre les grands groupes, les formations. C'est vrai que depuis la Covid, le monde du travail a changé. Il a changé déjà, on a créé 2 systèmes de travail, c'est-à-dire le travail à la maison aujourd'hui et le travail sur le terrain qui est plus compliqué, mais les mentalités ont changé. Les mentalités, en bien ou en mal, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais les nouveaux jeunes, on va dire, ne voient pas le même travail que nous on voyait avant. Vous avez du mal aujourd'hui à recruter et vous avez même dû fermer une antenne donc, dans les Alpes de Haute-Provence. Hein. C'est ça, j'avais repris une société en 2015 qui était en difficulté, quelqu'un que je connaissais qui faisait partie du même groupement d'achat que moi. Et depuis 2015, on recherchait du monde sur Manosque, où ça a été très 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 compliqué. Et on a été obligé de fermer l'agence au 1er janvier 2023
parce que, suite aussi aux augmentations de l'essence, du coût de la vie, on ne pouvait plus se permettre de partir de la Seine-sur-Mer ou de Toulon pour aller dépanner sur Manosque et sa région. Et c'est vrai qu'on a été obligé d'arrêter. On avait pourtant une clientèle qui était intéressante. Et aujourd'hui, ça devient compliqué. Parce que vous faites donc deux activités totalement différentes. Vous installez des systèmes de réfrigération. Vous travaillez beaucoup pour la défense, mais pas que. Je sais que vous écoutez aussi beaucoup les baleines. Vous n'avez pas les mêmes types de salariés et pourtant vous avez la même idée, la même demande. Pour vous, il y a une solution quand vous formez quelqu'un qui vous permettrait de conserver ce salarié. Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est un combat de longue haleine. Je fais partie du pôle maire au niveau du comité de pilotage d'une part, et puis je suis président de System Factory, qui est un cluster quand même assez technologique, mais pas que. Et en fait, on s'aperçoit, et ça fait longtemps qu'on est là-dedans, de se dire qu'il faut qu'on encadre, alors avec les bons mots, c'est-à-dire qu'on encadre la formation des alternants, avec le fait que dans la mesure où l'entreprise, et ce n'est pas par des subventions qui sont de quelques milliers d'euros, mais quand on regarde ce n'est qu'une recette marginale par rapport au coût qu'on a, l'investissement on va faire pendant, mettons, pour nous, des gens qui sont là pendant 3 ans, ils sont la moitié du temps à l'école, ce qui est très bien. L'autre moitié du temps, ils sont dans l'entreprise, mais il ne faut pas oublier les congés payés qui sont pris sur le temps de l'entreprise. C'est-à-dire que globalement, on a des gens qui sont là entre 4 mois et 4 mois et demi présents dans l'entreprise. On ne peut pas vraiment les affecter dans la même tâche, mais ça c'est tout à fait normal. Mais d'autre part, c'est-à-dire que le coût intrinsèque du salaire d'une part, de toute la formation de nos collaborateurs d'autre part, c'est-à-dire qu'on va contribuer à la formation, fait que cet investissement est un investissement relativement lourd pour nous. Et derrière, on n'est pas certain que cet investissement revienne. Et je pense qu'il y a un point important, et ce que je disais, ce que j'ai eu l'occasion de souvent dire, qu'il y a un système européen, enfin, qui ne sont pas dans l'Europe, mais nos amis helvètes, ils ont un très beau système d'alternance. C'est-à-dire qu'en fait, ils font en sorte que l'entreprise est intégrée à la formation, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos formations, un peu plus quand on est ingénieur, peut-être un peu moins quand on est dans des travaux techniques. Le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'après, il faut qu'il y ait un vrai contrat. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un contrat tripartite entre la personne qui vient faire son alternance, l'entreprise et l'institut de formation. Et si on prend l'exemple du système helvète, c'est très simplement. La personne qui a été formée 1 an dans l'entreprise en doit 2. C'est limité à 6 ans, globalement, parce qu'il faut le limiter. L'entreprise se doit, par ses conventions collectives, d'assurer un salaire dans les normes qui vont bien. Mais à contrario, la personne qui veut quitter l'entreprise parce que l'entreprise a fait un investissement, il faut qu'elle soit redevable quelque part de façon contractuelle. Alors soit parce que la personne la débauche, enfin une entreprise la débauche, auquel cas elle paye comme en Suisse l'intégralité de la formation plus un dédit. Et de la même façon, quand la personne veut partir, ça sera la même chose. Et je pense que déjà dans l'État, ou au sein de l'État, il y a déjà ce type de fonctionnement. Et du coup, alors là, on rentre dans la sphère politique. Vous en appelez aux politiques, en fait. Indirectement, oui, parce que c'est vrai ce que monsieur a dit. Aujourd'hui, moi je vois, je fais partie d'un groupement d'achat. On a mis en place des formations avec une société de formation sur Lyon. Et aujourd'hui, les alternants qui travaillent dans la société, je les envoie à Lyon. Aujourd'hui, grosso modo, sur 2 ans, c'est grosso modo un coût pour la société, sans compter les salaires et le temps de formation que nous, on va mettre en place dans la société, c'est à peu près entre 15 et 20 000 euros. Quand la personne a fini sa formation, on tremble, quoi. Parce que si demain il nous quitte, si par ailleurs, parce que là, entre parenthèses, est plus verte ailleurs peut-être, c'est vrai que nous, ce qu'on a investi, c'est perdu. Alors c'est vrai qu'il manquerait un contrat où aujourd'hui, c'est pas des obligations, mais... une espèce de verrou finalement indirectement, oui, parce que les sociétés aujourd'hui, je pense que vont investir de plus en plus dans la formation. Et aujourd'hui, ça a un coût pour une société. Une société elle a besoin d'un retour. Sinon, on ne joue pas la carte de la formation, en fait. C'est ça aussi le problème qui peut se poser. Ça peut limiter le nombre d'entreprises qui ont recours à la formation. Oui, en fait, il y a 2 aspects. Il y a cet élément-là, et nous, moi, je parle à notre exemple où on a arrêté de s'investir là-dedans.
Ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes gens qui cherchent des stages et on a la même problématique, c'est-à-dire qu'en fait, on a des gens qui passent, outre les aspects ce qu'on leur demande dans le stage, mais nous, quand on a des stagiaires, par exemple, on aimerait bien les garder de la même façon, peut-être leur proposer une alternance, mais comment faire dans la mesure où c'est l'incertitude. Globalement, on est dans un milieu incertain. Et tous nos dirigeants politiques, de quelque bord qu'ils soient, nous disent, mais c'est très simple, vous avez des subventions. Je leur dis une chose, les entreprises ne marchent pas à coup de subventions. C'est ça. Les entreprises, elles marchent justement parce qu'elles ont un chiffre d'affaires, parce qu'elles sont prêtes à faire de l'investissement. Et l'investissement humain est le premier investissement qu'on fait. Et cet investissement humain, il faut qu'on ait vraiment un retour là-dessus. Et globalement, si effectivement on ne peut pas compter de façon pérenne sur nos équipes, ben en fait, on ne peut pas avancer. Et c'est tout le tissu économique local, voire même les instituts de formation et d'autres, qui auront ce problème-là, à terme. Vous hésitez, aujourd'hui vous parliez des stagiaires, c'est-à-dire aujourd'hui vous hésitez à dire oui à une demande de stage, une demande d'alternance, vous réfléchissez Complètement. On doit regarder la façon dont on va intégrer les gens, parce qu'on veut les intégrer proprement, normalement, dans nos équipes, mais le problème qu'on a derrière, ça va être quid derrière, parce que cet investissement qui est non seulement sur la personne, mais qui est aussi de toute l'équipe, parce que l'équipe pense avoir un futur collaborateur, enfin, futur collègue, et pour faire un bon bout de chemin ensemble. Et si ce n'est pas le cas, en fait, on se dit, mais on pèse le pour et le contre, et aujourd'hui, c'est beaucoup de contre. Et je prends un autre exemple qui est aujourd'hui la formation, qui peut être celle des chômeurs de longue durée. On peut très bien avoir quelqu'un qui est dans une impasse, et c'est un gros problème aujourd'hui, les chômeurs de longue durée, qui pourraient se former dans notre cas à l'électronique, à de l'informatique ou autre chose, mais vous comprenez que si on fait cet investissement-là, ce n'est pas pour que derrière, ils puissent partir sans aucune contrepartie. En fait, ce qui manque vraiment, c'est plus qu'une relation contractuelle, qui est un support, qui est un vecteur, mais qui est derrière une vraie mentalité. Il faut que ça change au niveau des instituts de formation, il faut que ça change au niveau de nos instituts politiques, enfin, de nos responsables politiques et de tous les décideurs d'une part, et puis aussi au niveau des chefs d'entreprise comme nous, qu'ils soient grands groupes ou autres, pour qu'on puisse avoir ces talents-là. Et je prenais l'autre exemple qui était les Italiens, ils ont vraiment, avec une autre façon de faire, ce n'est pas les Helvètes, mais qui ont vraiment cette vocation de créer un système économique avec une vraie mentalité d'aller de l'avant. Et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi, puisque vous me demandiez pourquoi, il y a aussi cette antinomie où on a un peu cette dichotomie entre les grands groupes et les PME. Et en fait, le message qu'on fait passer aux jeunes aujourd'hui, faites des études le plus que vous pouvez possible et allez dans des grands groupes parce que ça fait bien. Je caricature volontiers, mais c'est un peu ce qu'on passe comme message aujourd'hui. Et du coup, là aussi, ça devrait être plus réglementé, en fait, par rapport à vos concurrents. Non. Il y a des clauses de non-concurrence, quand même. Oui, bon, ça se détourne, ça. Non, mais je veux dire, c'est pas une question, ce n'est vraiment pas une question de réglementation. On ne va pas remettre une loi sur une loi sur une loi, ça ne sert à rien. C'est vraiment une question de mentalité et surtout de vision de l'avenir. C'est-à-dire que, et on comprend très bien que dans les grands groupes, il y a plein de petites structures avec plein de petites chapelles où chacun veut faire un certain nombre de choses. Il y a des directions générales qui donnent des influences, qui ne sont pas toujours bien relayées, ou pas pour des raisons économiques aussi en interne. Et ce qui fait qu'on a un peu ce mouvement brownien qui se passe quand on le voit de chez nous. Alors, il ne faut pas non plus le caricaturer, on n'est pas dans un monde chaotique de ce côté-là. Mais globalement, on a ces quelques difficultés et je pense qu'il faut que les gens en prennent conscience. Monsieur Martin, votre entreprise a été fragilisée par ce problème-là, parce que quand on voit que ça a freiné finalement votre développement du côté des Alpes de Haute-Provence, c'est venu contrarier vos plans, la projection que vous faisiez dans l'avenir ? La projection, oui, le chiffre d'affaires, c'est vrai que c'est déstabilisant pour une société. C'est déstabilisant parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois, moi, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je ne forme plus. Parce que c'est pas que je veux taper sur les centres de formation, les formations, je trouve qu'elles ne sont pas de qualité. Aujourd'hui, si quelqu'un qui veut changer de métier ou un jeune qui arrive sur le monde du travail, aujourd'hui, il faut mettre les moyens pour qu'on ait des formations de qualité. Moi, quand je prends dans ma profession, aujourd'hui, avec des centres de formation, ils ont 5 ans, 10 ans de retard par rapport à la technologie. Pas assez à l'écoute peut-être aussi de vos besoins, de la façon dont vous travaillez aujourd'hui, des marchés sur lesquels vous allez Ils ne sont jamais venus me voir pour me dire ce que j'avais besoin. Mais je pense que ça, c'est le premier travail, puisque c'est des centres de formation professionnels
ou même au niveau de l'éducation nationale, je crois qu'il faudrait qu'ils écoutent plus les sociétés et de dire qu'est-ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on forme des jeunes où on est sûr à 90% qu'ils vont se retrouver au chômage, parce que c'est saturé de chez saturé. C'est dommage. Alors ça, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un réel travail au niveau des centres de formation, au niveau de l'éducation nationale, pour diriger les jeunes sur des métiers d'avenir et où c'est bouché complètement, quoi, où il n'y a pas de... là où, moi je pense que il faut que ce soit intéressant, parce que les jeunes indirectement ils s'investissent peut-être pas de la même façon que nous, mais ils s'investissent. Aujourd'hui il faut les intéresser, quoi. Il faut les attirer, et tout ça c'est vrai que ça a un coût. Alors, comment on les attire justement? Parce que là, vous nous dites, bon, nous, régulièrement, on nous pique des ressources et on trouve que finalement, c'est pas très loyal. Mais si ces grands groupes dont vous parlez ou d'autres concurrents arrivent à vous piquer vos salariés, entre guillemets, c'est peut-être aussi parce que les salariés trouvent, vous disiez c'est des chimères, mais il y a peut-être aussi des conditions concrètes qui sont recherchées aujourd'hui par les salariés. De salaire peut-être aussi, tout simplement. Moi, je vois, j'ai mis en place les 4 jours. Pour des métiers techniques, c'est compliqué. Je peux vous dire qu'aujourd'hui... mais on a fait l'effort de passer à 4 jours par semaine. Non. On essaye. Alors c'est sûr que l'argent, à un moment, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que derrière, j'ai un client aussi qui paye, j'ai un prix de marché. Et c'est compliqué. Mais on met des choses en place, on essaye d'être attirant, entre parenthèses. Mais déjà que le métier soit attirant, c'est déjà bien. C'est déjà bien, avant de commencer à regarder qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on ne va pas gagner. Il faut que le métier soit attirant et que les personnes qui vont faire mon métier, par exemple, derrière, qu'ils aient des formations qui soient au top. Et je pense que ça leur donnerait peut-être beaucoup plus envie. Monsieur Nolibé, pour conclure ce débat. Oui, moi je suis complètement d'accord et je vais même un peu plus loin. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, quand je disais qu'on veut des ingénieux plus que des ingénieurs, chez nous, on a des gens qui ont fait des thèses, qui ont fait un certain nombre de choses, qui se sont investis. On a aussi des gens qui n'ont pas de diplôme, qu'on a fait partir, qui sont amoureux de ce qu'ils font. Parce que vous avez vu les perspectives, on est dans plein de domaines, on fait des choses magnifiques. On va à l'autre bout de la planète faire des choses pas possibles, écouter des baleines dans l'océan Indien. Mais bon, par contre, c'est pas des horaires tout à fait classiques. Le bureau de classique. Je ne dirais pas ça, mais globalement, voilà. On ne peut pas faire télétravail, bien que là-bas, on puisse faire des choses. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, on fasse passer le message, d'une part, de l'intérêt de l'ouverture du monde, c'est-à-dire que ne plus former des gens qui sont étriqués. Moi, je trouve qu'on les forme de façon trop spécialisée. Pour moi, on forme des spécialistes de la clé de 12 dans toutes les formations, des spécialistes de la clé de 12 pour visser des écrous. Je caricature, mais c'est bien le sens de... Alors qu'on voudrait des gens qui, devant un problème, disent « je suis capable de prendre le bon outil ». Et ça passe aussi par toute la formation depuis quasiment l'école primaire, avec le fait qu'on fasse rêver les jeunes. Et on a des outils incroyables qui sont Internet, etc. Et qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui à faire? Au lieu d'ouvrir je prends l'exemple de l'école primaire, celui-là, au lieu d'ouvrir le monde, je me souviens quand moi j'étais gamin, ça fait pas bien, ça fait vieux revanchard sur le retour, mais globalement on avait les encyclopédies universalistes, on regardait ça, on allait à la bibliothèque. Aujourd'hui il y a Internet, c'est un monde fantastique, on peut mettre des règles pour pas que les gamins aillent ailleurs, mais qu'on ouvre le champ de tout ça, ouverture sur le monde, sur la grande diversité. Il y a l'écologie, il y a plein de choses qui sont des grands défis pour l'avenir. Il faut qu'ils aient tous des yeux qui soient grands ouverts, c'est-à-dire en fait qu'on retrouve la passion. Et aujourd'hui, malheureusement, le système éducatif les forme vraiment à être stéréotypés. Ça, c'est ce que je viens et ce que je vois de plus en plus parmi les jeunes qu'on recrute. Alors, davantage former des ingénieux et pas des ingénieurs, mais qui soient aussi ingénieux, des curieux, des gens qui ont envie de s'ouvrir sur le monde, de prendre à pleines dents. On a bien compris votre message, davantage faire rêver pour retenir aussi les salariés. Merci en tout cas de votre présence avec nous ce matin. Merci Antoine Martin, merci Gilles Nolibé. Merci beaucoup. Et tout de suite, Amandine, cap sur l'entreprise que nous avons repérée pour vous. Tout de suite, Marie-Cécile, on part en immersion chez Elirêve dans son usine de Signes.
Alors l'activité d'Elirev est très simple en fait. On part de déchets de chantier, de polyéthylène ou de polypropylène, comme ça. Et on arrive à des granulés de polyéthylène ou de polypropylène, comme ça, pour pouvoir refabriquer ces produits-là, une fois renvoyés dans nos usines dans le groupe. Pour nous, ce n'est pas des déchets, ce sont des matières premières secondaires. Ce sont des produits que nous récupérons chez les clients d'Elidan ou d'autres clients qui aujourd'hui trient leurs déchets sur les chantiers. Ce sont des produits qui sont issus également de déchetterie. Le plus gros du travail, c'est le tri. Il nous faut vraiment identifier les matières qui composent les produits qu'on nous ramène, de façon à ne pas polluer ces matières et avoir des matières à la fin, des matières recyclées qui soient conformes aux attentes du groupe, puisque l'objectif d'Elirev est de fournir au groupe Elidan des matières recyclées de très bonne qualité. Le process est assez simple en soi, c'est ce qu'on appelle un process mécanique. Vous allez prendre le tube, le déchiqueter, ensuite dans des morceaux de 5-6 cm. Ensuite il va être nettoyé, il va être séché, ensuite broyé en particules beaucoup plus fines, et ensuite mis dans une extrudeuse qui va refabriquer en fait le polyéthylène sous forme, la matière sous forme de graines de polyéthylène. Après en avoir visité les coulisses, nous recevons Marc Tassy, le directeur d'Elirev. Bonjour et merci d'être avec nous déjà. Bonjour, merci de m'inviter. Elirev, c'est un très bon exemple d'économie circulaire dans la région. Alors, on l'a vu, votre créneau, c'est recycler des déchets plastiques issus de gaines du BTP afin d'en faire de la matière première pour en construire de nouvelles. Première question, mais comment est née cette idée ? Alors, c'est une idée qui est née parce que le groupe dont nous sommes une filiale a toujours communiqué sur le fait que tous les produits que nous fabriquions étaient recyclables à 100%. Mais par contre, on ne le faisait pas. Donc on s'est dit, pourquoi pas le faire ? Ça, c'était la première idée. La deuxième idée, c'était de dire comment aider nos clients qui avaient besoin, qui nous faisaient cette demande de besoin de décarboner les chantiers. Donc c'est une des sources, une des solutions que nous pouvons apporter aux clients d'Elidan pour décarboner les chantiers en faisant du tri de déchets. Ce qui est pour eux est du déchet, ce qui pour nous est une matière première secondaire. Parce que vous étiez un cadre, je crois que vous étiez en charge du sourcing, d'aller chercher les... Absolument, j'étais directeur d'achat du groupe Elidan et dans ce cadre-là, j'avais des difficultés à trouver des matières, alors non pas à trouver des matières recyclées, parce que ça se trouve, mais à trouver des matières recyclées de qualité et qui soient proches de nos standards utilisables dans nos lignes de production sans dégrader à la fois le produit et le process. C'était beaucoup plus compliqué. Oui. Et est-ce que c'est intéressant justement pour vos clients aujourd'hui d'acheter des gaines recyclées, donc qui ont déjà eu une précédente vie ? Est-ce que c'est intéressant sur un plan économique ou est-ce que c'est uniquement pour eux la volonté de répondre à des normes de RSE et de respect de l'environnement Il y a effectivement... alors j'espère qu'on n'a pas de différence, on ne fait pas de différence sur les produits qui soient fabriqués avec des matières vierges ou avec des matières recyclées. Pour les produits qui le permettent, encore une fois, tous les produits ne permettent pas aujourd'hui d'utiliser des matières recyclées, mais pour les matières qui le permettent, le client ne doit pas voir la différence. C'est un peu l'objectif, c'est qu'il ne puisse pas y avoir de différence sur le produit fini. En revanche, ce qu'on propose, c'est premièrement de pouvoir décarboner leur chantier, comme je vous le disais tout à l'heure, et une économie circulaire complète, puisque ces produits-là sont totalement recyclables. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour fabriquer une tonne de polyéthylène, on dépense 1950 kilos, donc 2 tonnes de CO2, ce qui est énorme. 2 tonnes de CO2 pour une tonne de polyéthylène. Avec le recyclage, c'est 400 kilos pour une tonne de polyéthylène. Donc c'est plutôt assez intéressant. Alors là, vous venez de vous installer dans une nouvelle usine qui se situe à quelques mètres, je crois, de l'ancienne. Oui. Comment ça marche ?
Comment ça s'est passé ce déménagement? Alors déjà, on a monté cette structure l'année dernière, donc en octobre-novembre, où on s'est installé dans un premier site pour pouvoir valider notre process. Site un peu où on était un petit peu à l'étroit, donc il a fallu trouver plus grand. Et là, grâce à des rencontres et au réseau aussi, à la CCI, on a pu trouver un bâtiment beaucoup plus grand, plus adapté aussi à notre activité. Et nous avons déménagé donc, le mois dernier et nous avons réattaqué la production la semaine dernière. Ce déménagement, ça augure des ambitions plus grandes? Bien sûr, tout à fait. Alors aujourd'hui, notre unité est taillée pour traiter 2200 tonnes de déchets, matières premières secondaires recyclées. Donc on va dire matières premières recyclées 2200 tonnes. Nous avons pour ambition de pouvoir s'équiper avec plus de matériel et passer rapidement à 3000 tonnes et sous 5-6 ans pouvoir faire 10 000 tonnes. Pour vous donner un ordre d'idée là aussi, une image, un camion de tubes, on va mettre à peu près 20 000 mètres de tubes, ce qui correspond à peu près 5 tonnes de produits sur un camion. Donc si on arrive à faire nos 10 000 tonnes, effectivement ça commence à faire des bonnes quantités. Le groupe en lui-même est capable d'absorber aujourd'hui, mais parce qu'on n'avait peut-être pas aussi les bonnes sources. Donc maintenant qu'on aura les bonnes sources, pourra probablement être des quantités supérieures. Mais aujourd'hui, on consomme à peu près entre 5 et 6 000 tonnes de produits de matières premières recyclées pour une production totale de 50 000 tonnes. Alors, vous nous disiez quand on est venu vous voir dans votre usine que pour les entreprises, il n'est pas forcément intéressant d'acheter du recyclé. Ça dépend aussi du coût de la fluctuation du coût de la matière vierge. Et selon les périodes, c'est pas forcément plus intéressant. C'est ça. Et comment inciter au-delà du coût vos clients finalement à aller vers cette économie circulaire? C'est la décarbonation des chantiers, c'est justement ce point-là sur lequel il faut travailler. À aujourd'hui, la filière est très dépendante des prix des cours des matières vierges. Les matières vierges peuvent aller du simple au double. C'est quelque chose qu'on n'avait pas connu quand même. C'est le Covid qui a, ces derniers temps, un peu tout bouleversé. Moi, ça fait plus de 25 ans maintenant que je travaille dans le polyéthylène. Les prix ont toujours été relativement stables. Ça s'est vraiment perturbé ces derniers temps. Au vu de l'actualité, ça ne s'arrange pas. Donc voilà, toute la matière première qui est issue, les matières vierges qui sont issues du pétrole, vont voir leur cours fluctuer en fonction du cours du pétrole. Et nous, lorsqu'on fabrique une matière, c'est plus en fonction de la main-d'œuvre et du matériel qu'on a acheté et de l'efficacité industrielle qu'on peut avoir, où on va avoir notre prix de revient. Donc il peut arriver que le prix de la matière vierge soit en dessous du prix des matières recyclées, ce qui pose aujourd'hui problème. L'avantage que nous avons, c'est que nous, notre client principal, c'est le groupe. Le groupe a cette volonté de pouvoir intégrer des matières régénérées dans ses produits. Donc c'est peut-être un point qui va passer en deuxième plan. Voilà, l'intérêt étant vraiment d'offrir un service à nos clients et de pouvoir réutiliser ces matières dans le groupe. Pour vous, il faudrait quand même un système incitatif pour que justement les entreprises qui font de l'économie circulaire ne soient pas pénalisées lorsqu'elles sont en concurrence avec des matières vierges qui à un moment donné, vont être beaucoup moins chères que le produit recyclé. Est-ce qu'il faut un système incitatif? Alors, on y vient puisque le législatif commence à imposer petit à petit déjà les traitements des déchets. C'est par les REP, les responsabilités élargies des producteurs, qui se mettent en place. Dans le monde du BTP. Alors, dans le monde du bâtiment, c'est fait. Dans le monde des travaux publics, pas encore, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver rapidement. Donc il y a cette partie-là qui nous oblige déjà un petit peu à préserver nos ressources, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, ce que je récupère n'est pas traité. Ce qui n'est pas traité va au mieux dans du CSR, c'est-à-dire pour fabriquer de la chaleur.
puisque ce sont des produits pétroliers, donc ça brûle très bien sans pollution, puisque ça n'émet que du CO2. Par contre, l'inconvénient du produit, et l'avantage que je propose, c'est d'éviter de les mettre en enfouissement, où là, on va se retrouver à enfouir des produits qui sont de très bonne qualité pour être réutilisés, réemployés et recompoundés pour pouvoir faire des produits totalement fiables et de très bonne qualité. Merci Marc Tassi d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, place au poste. Alors le poste aujourd'hui, c'est José Alfaric, responsable technique de Télomédia, donc la plateforme de production audiovisuelle et numérique de l'Université de Toulon, où nous nous trouvons pour le tournage de cette émission. Alors Télomédia, qu'est-ce que c'est exactement, José ? Eh bien, Télomédia, c'est un espace assez grand, puisqu'on a 300 mètres carrés de fond vert, entièrement vert, mur et sol. Et c'est une plateforme qui nous permet de faire de l'incrustation et donc du tournage de films, de reportages. Mais c'est déjà un outil pédagogique qui est pour les formations de l'Université de Toulon. On a 2 formations principales, Ingé Média, qui est une formation jusqu'au master, et les métiers du multimédia et de l'informatique, MMI, qui forment jusqu'aux licences, qui permettent aux étudiants de pouvoir tester leurs connaissances et d'approfondir leurs connaissances sur tous les métiers de l'audiovisuel et du numérique en général, puisqu'on fait de la création 3D également, de l'image un peu plus élaborée, on va dire, que de la vidéo. C'est aussi une plateforme qui accueille des tournages extérieurs. Donc on a des entreprises qui viennent nous louer nos plateaux pour faire des tournages sur fond vert de certaines scènes ou certaines publicités. Voilà. Voilà un petit peu le fonctionnement de la plateforme Télomédia. Merci José, merci à nos invités, merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier numéro de Territoire Eco-Var, un numéro qui en appelle plein d'autres. En attendant, vous pourrez revoir cette émission sur notre site internet varmatin.com, nos pages Facebook et la chaîne YouTube du groupe Nice Matin. Merci à l'Université de Toulon, merci à l'AFPA et ses stagiaires du cursus audiovisuel qui nous assistent dans le tournage de cette émission réalisée par le service vidéo du groupe Nice Matin. Merci Amandine et à très bientôt pour un nouveau numéro de Territoire Eco-Var.